Madame la députée, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, j'ai le très grand plaisir de vous adresser un mot de bienvenue à cette rencontre avec Tahar Benjelloun et Jean Portante à l'occasion de l'ouverture, non pas du jour, non pas de la semaine, mais du mois de la francophonie à Luxembourg. Je le fais aussi au nom de l'Institut Pierre Werner et de son directeur, Olivier Franck, qui nous accueille aujourd'hui. Merci, Monsieur le Directeur. Je vous remercie, Monsieur Benjelloun, de revenir à Luxembourg pour nous faire partager, à l'occasion de cette fête, votre bonheur d'écrire dans la langue française et dans un dialogue avec Jean Portante pour nous parler de votre trajectoire d'écrivain, de votre vécu, de la société marocaine, de la chaleur de l'hospitalité du Maroc, et je sais de quoi je parle, puisque j'étais en poste au Maroc, au travers de vos derniers romans. Je laisserai M. Stéphane Lopez, ambassadeur, représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie, nous présenter en quelques mots l'OIF, comme on l'appelle, et sa mission. Le Luxembourg est un des piliers de l'Organisation internationale de la francophonie, dont il est membre depuis 1970, et c'est à Luxembourg qu'a été créée en 1967 l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mais ce qui caractérise le Luxembourg, c'est son ouverture multiculturelle et son plurilinguisme. La langue française n'appartient pas à la France. C'est une langue sans frontières et sans nation, ouverte et évolutive. Ce n'est pas un bastion, mais une ouverture sur le monde. Elle appartient à 300 millions de femmes et d'hommes répartis sur 5 continents. Au fil du temps et au gré des régions et des migrations, la langue française s'est nourrie de métissage de cultures, d'histoires, de langues et de traditions très diverses qui ont fait sa richesse, sa générosité, sa beauté, sa force expressive et créative pour exprimer même l'indicible, l'incompréhensible, l'invisible et l'imaginaire. En collaboration et avec l'appui d'un grand nombre d'acteurs, instituts culturels, dont l'Institut Pierre Werner, de théâtres, d'écoles, de lycées, d'universités, d'ambassades, de galeries, d'associations culturelles et de la presse, l'Institut français a concocté et fédéré un remarquable programme avec 24 événements, rencontres, conférences, ateliers et spectacles que je vous laisse découvrir dans cette brochure. Monsieur Benjelloun, dans une interview, vous avez dit « La langue a besoin d'être entretenue, fêtée, célébrée, aimée, pour qu'elle s'enrichisse et se répande avec bonheur et largesse. » C'est ce que nous vous proposons dans ce programme qui se déroule sur un mois et qui offre une grande diversité d'expressions culturelles, mettant en valeur le plaisir d'écrire, de dialoguer, de chanter, de jouer, de faire de la poésie dans la langue française. La remise du prix Victor Hugo de la francophonie, prix nouvellement créé par l'association Victor Hugo, clôturera ce programme pour récompenser les lycéens qui auront rédigé les plus beaux textes contenant 10 mots, parmi lesquels, je vais vous en citer quelques-uns, logogramme, phylactère, coquille, gribouillis, rébus, arabesque. Voilà, de quoi donner libre cours à l'imagination et à la création. Je vous souhaite à tous une bonne soirée avec Tahar Benjelloun et M. Portante, et on se revoit tout à l'heure pour le cocktail qui sera offert à la fin de la cérémonie. Et je cède la parole à mon collègue, l'ambassadeur, M. Lopez, de l'OIF. Monsieur l'ambassadeur de France, monsieur le directeur de l'Institut, madame la directrice de l'Institut français, madame la députée, mesdames et messieurs, comme on dit en Belgique où je suis en résidence auprès de l'Union européenne, en vos titres, rangs et qualités. Je suis très heureux de me trouver ici, Luxembourg étant l'une des villes de mon mandat, puisque c'est une capitale européenne,
dans ce polycentrisme européen qu'ont voulu les fondateurs de l'Union européenne. Et donc j'ai plaisir à revenir dans ce lieu où je suis venu déjà il y a une dizaine d'années pour des négociations conduites avec le Grand-Duché, en concertation avec la communauté française de Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France et l'Organisation internationale de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie fait l'objet, comme les grands multilatéraux, l'ONU, ou comme les intergouvernementaux, l'Union européenne, de beaucoup de représentations. Alors, c'est une organisation qui a été fondée en 1970, 70, disent nos amis belges, qui a été fondée par des gens du Sud. Ce n'est pas une organisation fondée par la France au service de ses intérêts, que sais-je, non. C'est une organisation d'abord dont l'idée est une idée québécoise. C'est un journaliste québécois, Jean-Marc Léger, qui a eu cette idée. Dans les années 50, il faisait ses études à Sciences Po et il était au milieu de tous les ressortissants de ce qui était encore l'Empire français, et il se trouvait, lui, québécois, en quelque sorte isolé, alors qu'il avait des Français de la métropole française qui discutaient avec des Malgaches, qui discutaient avec des Congolais, qui discutaient avec des Indochinois. Et donc il avait le sentiment d'appartenir à cette famille francophone et en même temps de ne pas en avoir la réalité d'appartenance. Et c'est à ce titre qu'il a proposé, à une époque où Léopold Sédar Senghor était encore secrétaire d'État français, dans un gouvernement français, les gens ne se rappellent pas, mais Léopold Sédar Senghor a été député français, il a été secrétaire d'État français. Il lui propose l'idée, et ça travaille, Léopold Sédar Senghor, qui est l'homme que l'on sait, premier agrégé de grammaire africain, professeur au lycée de Tours, grand poète, grand promoteur de la négritude, et futur président du Sénégal. Et puis l'idée, le travail. Et Léopold Senghor, lorsqu'il devient président du Sénégal, va convaincre, va faire une espèce de tournée de conviction d'un certain nombre de chefs d'État, Bourguiba en Tunisie, Charles Elou au Liban, Philibert Tsiranana à Madagascar, Norodom Sihanouk qui n'était pas encore roi, qui était prince au Cambodge, Amani Dioli qui était au Niger à l'époque et qui était le secrétaire général d'une grande organisation qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait l'Organisation commune africaine et malgache et qui est devenue un petit peu l'Union africaine, si l'on veut. Et puis Amani Dioli, qui était un grand diplomate, prend vraiment le bâton de diplomate et va convaincre à peu près tout ce qui peut être convaincu sur la planète francophone. Et avec le contexte géopolitique de l'époque, dans les années 70, on arrive à convaincre 21 États de créer une organisation intergouvernementale que l'on appelle à l'époque l'Agence de coopération culturelle et technique et qui est l'ancêtre de ce qu'est aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie. Alors il s'agit d'une organisation véritablement comme l'ONU, hein, une organisation multilatérale dans laquelle les États mettent en commun des moyens au service d'une solidarité, souvent une solidarité nord-sud. Nous avons la chance d'avoir des États du Nord qui sont des États très riches au plan économique. Nous avons aussi la chance d'avoir des États au Sud qui ont une grande richesse culturelle, un grand patrimoine, mais qui ont plus de soucis au plan économique. Et nous avons ce devoir de solidarité à leur égard. Et nous partageons cette langue française au fil de l'histoire, les bons côtés, les mauvais côtés. Kateb Yassine disait, grand écrivain algérien, disait « Nous avons trouvé le français comme un trésor de guerre et nous aurions tort parce que nous avons eu un certain nombre de soucis politiques avec la France, de jeter finalement cette langue avec l'eau du bain. » C'est aussi le regard qu'a porté le président Bourguiba sur cette langue. On n'a pas eu une arabisation de la Tunisie rejetant le français. Au contraire, on a gardé les deux langues. Et ce partage de la langue nous amène à pouvoir finalement eh bien, faire ce que nous allons faire ce soir avec ces deux joueurs de mots, ces deux auteurs, c'est-à-dire dialoguer. La francophonie, au-delà de sa dimension géopolitique, c'est une organisation qui vise au dialogue. Léopold Sédar Senghor l'a dit, dialogue des cultures, sans jugement, sans arrogance, en articulation avec les autres espaces linguistiques, l'espace lusophone, l'espace hispanophone, l'espace germanophone, l'espace arabophone, bien sûr, et bien d'autres. L'idée étant que le monde est bien complexe et que nous ne pouvons pas le regarder sous un seul angle, et que nous avons besoin de regarder ce monde avec plusieurs types de regards,
c'est un regard enrichi, alimenté par plusieurs types de cultures, par plusieurs cheminements existentiels. Et c'est ce que nous faisons avec une part, je vous l'ai dit, de solidarité, dans une dimension qui est une dimension multi-secteur, aussi bien l'éducation que la langue, mais aussi l'environnement, la démocratie, la paix, véritablement les questions aussi de formation professionnelle. C'est très divers, c'est la demande de nos États, ça n'est pas notre choix, et nous le faisons non plus à 21, comme à l'origine en 1970, mais à 88 États et gouvernements, la francophonie étant rejointe à chaque sommet, le dernier en octobre 2018 à Yerevan, par environ 3 à 5 États. Et chaque sommet, voyant aussi un certain nombre d'États changer de statut, il existe des statuts plus ou moins engageants, exigeants à la francophonie, on est observateur, on peut devenir membre associé, c'est plus exigeant, on peut devenir membre de plein droit, c'est plus exigeant. Au dernier sommet de la francophonie, non seulement de nouveaux États ont adhéré, mais des États qui étaient dans la francophonie avec un statut faible ont rehaussé leur statut, ce qui est un engagement financier, ce qui est aussi un engagement autour de la langue française et d'autres valeurs. Et c'est le signe d'un renouveau, d'une volonté d'adhésion, d'un intérêt d'un certain nombre d'États pour cette organisation. Nous avons changé de secrétaire général, puisque c'est la plus haute instance de la francophonie. Nous avons, depuis quelques mois, depuis janvier, une nouvelle secrétaire générale en la personne de Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Et nous avons donc une nouvelle vision pour cette francophonie, avec un débat qui devra être tranché avant le sommet de Tunis, qui est notre prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement, en octobre ou novembre 2020, qui est « Quelle francophonie voulons-nous pour l'avenir » Est-ce que nous voulons une francophonie plus éducative, plus culturelle, plus linguistique, ou est-ce que nous voulons toujours une francophonie géopolitique qui touche aussi des questions qui concernent nos peuples? Certains de nos peuples ont des soucis qui vont très au-delà de la question de la culture et de la langue, et qui appellent de notre part un certain intérêt. Donc ce sont nos États qui trancheront ces questions à Tunis. Et ce sera notre sommet anniversaire, 50 ans, depuis la fondation de cette organisation à Niamey, au Niger. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite, et j'en suis sûr, une conférence, une table ronde qui sera édifiante. C'est tout le sens de cette francophonie, d'être un dialogue des cultures et un partage. Merci. Bonsoir. Qui mieux que les écrivains français pour mettre en pratique, en fait, la question de peut-être pas de la francophonie, mais peut-être de la francographie, n'est-ce pas? Puisque un écrivain, ça écrit. Et Dieu sait qu'il y en a dans le monde entier, donc il s'exprime par écrit en français. Et nous avons ce soir c'est le grand privilège d'avoir encore une fois à Luxembourg Tahar Benjelloun. Je me souviens, je crois que c'est dans la même salle qu'on était la dernière fois. J'ai un vague souvenir. Voilà. Depuis, on a, disons, noué une certaine complicité pour ce type de débat. On a voyagé, on était en Italie, et donc on va essayer de vous faire revivre un peu cette écriture en nous plongeons d'abord dans la toute dernière œuvre, qui est celle qui vient de sortir en janvier, avec la petite rentrée, comme on dit en France, parce qu'il y a la grande et la petite, à savoir le livre L'insomnie, n'est-ce pas? Et moi, j'ai envie, avant de nous plonger tard dans ce livre-là, de te demander... tu es un insomniaque, tu dors comment? Qu'est-ce que c'est dormir pour toi? Ah là, c'est un programme difficile. Là. On ne va pas commencer par les difficultés. Là. Non, mais je pense que c'est un mal que tout le monde connaît. Enfin, d'ailleurs, dans le roman, je me méfie des gens qui dorment sans problème. Là. Mais enfin, bon, cela dit, tant mieux pour eux. Mais évidemment, j'ai connu cet état. Surtout que mon insomnie, je l'appelle une insomnie sèche. Je ne peux rien faire, je ne peux pas lire, je ne peux pas écrire, je ne peux pas peindre, je suis un peu inutile et ça m'énerve. Mais bon, j'ai essayé de résoudre le problème en écrivant et je pense que depuis que j'ai écrit ce livre, je dors un peu mieux. Ben oui, j'ai tué pas quelqu'un, mais j'ai tué une chose. Peut-être, oui, c'est ça, j'ai tué la fiction que je voulais écrire. Parce qu'au début, ça devait être très sérieux.
Et au fur et à mesure que je l'écrivais, c'est devenu un livre drôle, comique, burlesque, surréaliste. Et c'était avec plaisir que je l'ai fait. J'ai tué ma mère, un oreiller sur le visage. J'ai appuyé un peu. Elle n'a même pas gigoté. Elle a cessé de respirer, c'est tout. Ensuite, j'ai dormi longtemps, profondément. Voilà le début de ce livre. Bah, il fallait le trouver. Il fallait le trouver. Surtout que pour un Marocain, tuer sa mère, c'est quelque chose d'impardonnable. Je ne veux pas dire par là que les Européens sont plus criminels, mais la mer est sacrée, et un peu toute la Méditerranée d'ailleurs, tout le contour méditerranéen, toucher à la mer, c'est pas possible. Alors évidemment, c'est une fiction absolue. J'ai tué personne. Le jeu, c'est pas Tahar Benjelloun, vous l'avez compris, donc c'est un scénariste, qui écrit donc des scénarios de cinéma, donc il y aura ce thème-là du cinéma qui est d'ailleurs dans le livre, on le retrouvera. Et donc ce narrateur découvre qu'il a besoin de tuer pour pouvoir dormir, lui, l'insomniaque, n'est-ce pas? Mais c'est pas un assassin. C'est un bienfaiteur de l'humanité, tu veux dire. D'abord, il commence par hâter la mort des gens qui sont dans des soins palliatifs, qui sont en train de souffrir pour rien, donc un clin d'œil pour la mort de la dignité. Ensuite, grâce à un acolyte, il va tuer utile, c'est-à-dire il va venger, il va tuer notamment un tortionnaire, parce que lorsque Mohamed VI est arrivé au pouvoir, il a eu le courage extraordinaire de reconnaître les années de plomb et de créer une instance pour indemniser les familles ou les personnes qui ont subi la répression sous le règne de son père. Il y a eu quand même 29 000 dossiers. Sauf qu'il a oublié, il n'a pas arrêté, il n'a pas jugé les tortionnaires. Et ça, c'est quelque chose qui a été mal supporté par les familles et par les gens, finalement. C'était la critique qu'on faisait. Et dans le roman, donc, on apprend qu'un fameux tortionnaire que tout le monde connaît était hospitalisé. Alors, je me précipite avec mon acolyte pour hâter, plutôt pour provoquer sa mort, et c'était un des premiers meurtres utiles. Est-ce que tu voudrais nous lire ce passage, justement c'est à la page 60 dans mon livre, mais tu sais que moi, voilà, j'ai eu le hasard a voulu que le livre qu'on m'a donné, il est à l'envers, il est à l'arabe. Il faut commencer par la fin. Alors je croyais que c'était ça, qu'il avait joué un tour à tous ses lecteurs, n'est-ce pas, qui commencent au début et trouveront la fin. Non, c'était un livre, une erreur. Donc, ce livre qui va devenir précieux après. Voilà, je vais le revendre dans 100 ans, vous verrez, le prix qui coûtera. Le seul livre de Tahar Benjelloun écrit de droite à gauche, n'est-ce pas? Alors je commence là, le soir, Tony? Oui, là, et puis il y a le crochet de l'autre côté, je crois. Mais je commence par quoi? Donc il faut aller. C'est vrai, quoi. Tu es un Alors, arabe. le soir, Tony est revenu triomphant, le poing levé, comme s'il venait de gagner le championnat du monde du vol à la tire. Nous avions le cocktail létal, il fallait à présent que nous préparions l'opération elle-même. Pour pénétrer dans l'hôpital, nous avions la carte d'identité du fils de Yazid. Pour circuler incognito dans les couloirs, Tony avait trouvé des blouses de l'hôpital militaire avec des badges sans photo, juste le nom du docteur qui nous permettrait de passer sans problème d'un service à l'autre. On opérerait tard le soir, au moment où les médecins faisaient rapidement leur dernière visite. Je regardais les 2 boîtes de médicaments, plutôt de poison, avec leurs seringues, en songeant à la superbe nuit que je passerais après, quand Tony s'est confié à moi. Ce salaud m'a torturé. Je me souviens, il arrivait le matin, nous disait bonjour et nous demandait si nous avions passé une bonne nuit. Il enlevait sa veste, retroussait ses manches et consultait un dossier. Ensuite, il donnait des ordres à d'autres types qui travaillaient pour lui, se tournait vers l'un de nous et disait avec une voix calme et même mielleuse « Bon, il faut que je bosse.
pas la peine de résister, mon travail est de vous faire parler et même si vous avouez, je ferai mal. C'est mon métier. Je l'ai appris comme d'autres après la menuiserie ou la plomberie. N'y voyez aucune méchanceté de ma part. Vous auriez pu être mes enfants, sauf que moi, j'ai bien éduqué les miens, pas comme vos parents qui vous ont laissé trahir votre patrie et notre roi, que Dieu le garde et lui donne longue vie. J'ai été bouleversé, mais j'ai essayé d'expliquer à Tony qu'il ne fallait pas confondre nos deux motivations. Moi, je ne me vengeais pas, je donnais un coup de main. Lui était animé par une volonté féroce et toute personnelle de le massacrer. Nous étions donc concurrents. Une mort donnée par procuration ne me serait d'aucun bénéfice et Tony risquait de se montrer imprévisible. Il fallait absolument que je l'empêche de passer à l'acte avant moi. Voilà, donc là, on a un peu le ton de ce roman. Il y a bien entendu la distance de l'humour. Et dans le premier cas, donc il y a la mère qui est étouffée. Mais on peut être choqué et tout, mais il y a derrière quand même une question très sérieuse d'Ar Benjeloun. Parce que cette mère-là, elle n'était pas très bien portante. Non, il y a la question de ses l'euthanasie. souffrances. En fait, dans la réalité vraie, j'ai suivi ma mère pendant 3 ans, qui a souffert, la pauvre, inutilement. Elle a souffert pendant 3 ans et elle est morte de souffrance. Et à l'époque, évidemment, vu la religion, les traditions au Maroc, on ne pouvait pas faire quelque chose pareil. Mais bon, c'est-à-dire que si j'avais hâté la mort, réellement, dans la vie, hâté la mort de ma mère, ça aurait été comme si je prenais la place de Dieu et je décidais son départ avant que Dieu le décide lui-même. Enfin, ça, c'est pour les gens qui croient, évidemment. Mais c'est un sujet qui est tabou au Maroc, on n'en parle pas du tout. L'euthanasie, la mort d'indignité, tout ça, c'est quelque chose qui est totalement occulté, parce que c'est une société traditionnelle où il y a des conservatismes assez puissants, qu'on ne parle pas de ça. Alors évidemment, quand j'ai présenté le livre à Casablanca il y a 3 semaines, beaucoup de gens étaient choqués. Ils me disent comment enfin, le narrateur a tué sa mère, mais tu te rends compte ce que tu fais. Personne n'a fait ça au Maroc. Je dis mais c'est de la fiction. Oh, c'est de la fiction. On reviendra à ça, parce que c'est la question de la double morale qui est un peu partout et qui saute aussi dans le livre. Mais dans le cas du tortionnaire, donc de ce tortionnaire, parce que c'est souvent des salauds quand même qui vont passer de vie à trépas par tout ça, et qui tout ça te donnera donc au jeu narrateur du roman, lui donnera ce qu'on appelle des crédits sommeil. Des points crédits sommeil. Et plus la personne est importante, plus les crédits sommeil sont importants, donc il faut trouver... Évidemment, s'il tue un pauvre SDF dans la rue, un clochard, et ça ne lui rapporte rien du tout. Mais s'il tue un ministre... Encore que... En ce moment, la valeur d'un ministre, en tout cas en France, n'est pas très élevée, là. Hein. Ça ne lui rapportera pas beaucoup. Hein. Mais en revanche, si tu es un ambassadeur, ça, c'est très, très, très grave. Oui, le bouquet, c'est à la fin. Il y en a un dans le livre. Non, évidemment. Mais ça, vous savez où j'ai trouvé cette idée? J'avais lu, il y a très longtemps, un entretien dans Le Monde avec un tueur à gages américain. Je ne sais pas comment l'entretien a été fait, en tout cas, il racontait que lui, c'était son métier, et le journaliste lui dit, mais comment vous évaluez vos honoraires? C'est très simple. Un homeless, $10. Un président de la République, 10 millions de dollars. C'est évident. Oui, ce qui transforme d'ailleurs ce tueur il y a l'expression en dormeur à gage. C'est un dormeur à gage, oui. Un hâteur de mort aussi. Dans le cas du tortionnaire, il se transforme un peu quand même aussi en justicier. Oui, mais il y a le justicier parce qu'il y a aussi un pédophile qui va être poussé vers la mort parce que dans les années 70, la pédophilie au Maroc
Ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Mais on n'en parlait pas du tout, du tout. C'est-à-dire que, alors, moi, j'ai connu des victimes leur vie a été complètement bousillée et n'ont pas pu. Sauf que il y a quelqu'un qui a osé porter plainte et tout ça, et le tortionnaire finalement, le pédophile a fait 2 mois de prison, ce qui n'était pas grand-chose. Ça, c'est dans la réalité, ça. Mais moi, je le tue. C'est mieux. Mais bien. Je le tue, mais bien, comme il faut. Oui, si on fait le compte un peu de tous ces morts, hâtées, si l'on veut, il y a, à part la mère, elle est à part, hein, donc il y a le pédophile, tu viens en parler, il y aura une sorcière. Il y a une quinzaine de... Voilà. Il y aura aussi un travesti, il y aura le banquier, bien entendu, et mine de rien, petit à petit, on se rend compte qu'on est en train de rentrer aussi dans un livre qui fait quand même la radiographie de la société marocaine et de cette double morale. Oui, tout à fait. De toute façon, le cadre dans lequel se situe, c'est le Maroc d'aujourd'hui, avec des hommes qui sont enrichis énormément et des gens qui sont appauvris énormément aussi. Et c'est une société assez étrange, très hypocrite, minée par un islamisme très puissant, bien répandu dans le pays. Et en même temps, avec une volonté de modernisation, de modernité, de démocratie. Et au Maroc, c'est plein de contrastes. Et c'est une société qui n'est pas, elle est vraiment divisée. La classe moyenne n'est pas encore émergée. Et en même temps, ce qui pour un romancier, c'est fantastique parce que c'est une société où il y a plein de problèmes. Donc, matière à fiction et à écriture, et notamment l'hypocrisie. Alors moi, depuis qu'il y a les islamistes au pouvoir, je me frotte les mains à chaque fois qu'on attrape un de ces imams qui fait la morale au monde entier, en train de copuler avec une pauvre femme dans une voiture près de la mer. Ça, c'est très bien. Dernièrement, alors ça c'est très, très marrant. La semaine dernière, il y a eu un député du PJD, enfin du parti islamiste au pouvoir, qui copulait avec une fille de l'autre parti islamiste qui est plus extrémiste, l'Adul Ihsan, et alors il y a eu grand scandale dans la sphère islamique. Alors, évidemment, elle est mariée, et l'autre aussi est mariée, donc grand scandale. Et bon, ça, c'est bien. Mais enfin bon, ça, c'est la société marocaine d'aujourd'hui, où la corruption, hélas, est le moteur de beaucoup de choses. Tout ça prend tard des allures de polar, hein, de roman policier, quelque part. Il y a tous les ingrédients, il en manque un. En fait, il n'y a pas de policier. Non. Donc, et il y a même... Bon, c'est des crimes parfaits, hein, en quelque sorte. Non. Mais dans les crimes parfaits, il y a toujours une enquête qui va chercher que le crime est parfait. Ici, il n'y aura jamais d'enquête. Comme par exemple, il y a un monsieur qui a 90 ans en train de mourir tranquillement. Il en a pour un jour ou deux, peut-être quelques heures. Il vient, il étouffe. C'est un crime parfait parce qu'il le fait d'une manière tellement délicate que personne ne se rend compte. Et puis il a rendu service à ce monsieur qui souffrait. Donc qui va l'accuser d'avoir tué cette personne parce qu'il s'arrange bien. Mais non, enfin c'est quand même bien étudié quand même. L'apothéose de ces morts, ce sera le banquier. Oui. Alors évidemment, il voulait, comme tous les grands gangsters, faire un grand coup avant de se retirer sur une île et boire un jus d'orange, un cocktail, etc. Et il dit à son copain, il me faut trouver finalement quelqu'un qui va me verser énormément de points crédit sommeil. Et il dit, l'homme le plus riche du Maroc. Bon, il dit, attention, l'homme le plus riche du Maroc, c'est le roi. Ah, il ne faut pas tuer le roi quand même. Mais non, il y a un banquier. Ah oui, c'est vrai, un entrepreneur, un banquier. Et c'est vrai qu'au Maroc, nous avons, et ça c'est encore une critique du pays, nous avons au Maroc quelques très 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 gros milliardaires qui sont recensés par la revue Forbes. Ce n'est pas des petits riches, c'est des gros riches, mais qui ne font rien pour le pays. Alors moi, je dis, Bill Gates, il a donné la moitié de sa fortune avec 40 de ses copains pour aider plein de pays, etc.
Eux, ils ne font rien. Ils ont ramassé beaucoup d'argent et ils ne donnent rien. Enfin, ils ne font rien pour le pays, si ce n'est peut-être qu'ils construisent une mosquée, toujours pour empirer les choses. Peut-être qu'ils donnent un peu d'argent, de temps. Enfin, ils ne font pas quelque chose en rapport avec leur fortune. Et mon personnage va chercher l'homme le plus riche, enfin le banquier le plus riche. Il va arriver jusqu'à... Enfin bon, après on verra ce qui va se passer. C'est une surprise oui, à la fin. Ne disons pas à la fin. Le livre se termine sur un sublime chapitre, hein, très lyrique. Hein, donc on attend une envolée comme ça. Et c'est vraiment un cadeau. Mais on ne peut pas dire ce qui se passera parce qu'il faut que vous lisiez le livre. Hein, c'est ça. Tout à fait. Tard. On ne va pas leur dire. Il ne faut pas leur dire, non. Voilà. Mais ce qui est intéressant, donc, et ça m'amène au livre précédent, hein, parce que l'année dernière, à la même époque, hein, est sortie La Punition. Et j'ai remarqué qu'il commence aussi avec la mère. Donc il y a la maman d'un côté, alors il y a 4 lignes dans l'un et 4 lignes dans l'autre, chaque fois la mère. Le 16 juillet 1966 est un de ces matins que ma mère a mis de côté dans un coin de sa mémoire pour, comme elle dit, en rendre compte à son fossoyeur. Un matin sombre avec un ciel blanc et sans pitié. Et là, cette mère, c'est vraiment la mère. Oui, effectivement. Alors, quand j'avais 19 ans... j'avais manifesté, comme beaucoup d'étudiants, et ça a été une répression féroce. Et comme j'étais responsable étudiant à Tanger, de la cellule des étudiants de Tanger, ils ont arrêté tous ceux qui étaient responsables. Un an après, ils sont venus nous chercher et nous ont mis dans un camp disciplinaire de l'armée en faisant croire à nos parents qu'on faisait un service militaire. Mais en fait, c'était un service de maltraitance jour et nuit qui a duré 19 mois. Et je suis sorti avec des séquelles. Et une des principales séquelles, c'était l'insomnie. Je ne pouvais plus dormir parce qu'ils nous ont parqués. On était 94 étudiants. Et ils nous ont parqués dans une chambrée faite pour 20 personnes. On était les uns sur les autres. Il y avait des lits superposés avec des odeurs nauséabondes, avec une espèce de promiscuité insupportable. Et quand on a 19-20 ans, on reçoit les choses avec beaucoup plus de violence que lorsqu'on a un peu vécu. Là, on n'avait pas vécu, on avait plein de rêves, on avait un idéal. J'étais amoureux et ma copine, ma fiancée m'a trahi, est partie avec quelqu'un d'autre. C'est ça arrivait en même temps. Et effectivement, ça faisait partie des maltraitances. Oui, donc ce livre-là est un livre entièrement autobiographique, oui, c'est pas une fiction. Donc, qui sort en 2018 pour parler de quelque chose qui s'est passé à la fin des années 60. Donc, un événement de ta vie qui a quand même été un événement marquant, puisqu'il est aussi, sans doute, pour beaucoup, dans ton départ du Maroc. Alors, il y a eu le coup d'État le 10 juillet 71, qui va être fait par les mêmes officiers qui nous maltraitaient dans le camp. Finalement, ma petite histoire va rejoindre la grande histoire. Et le jour du coup d'État, j'entendais des noms de ces salopards. J'ai dit, oulala, si jamais ils réussissaient, ce serait la fin du Maroc, parce que ça aurait fait comme l'Irak de Saddam ou Bachar d'aujourd'hui en Syrie, c'est-à-dire des criminels. Et heureusement, ils ont échoué. Et en même temps, Hassan II avait décrété l'état d'exception. Les arrestations se multiplient. Alors, au lieu d'arrêter, enfin, évidemment, il avait arrêté les militaires qui avaient fait le coup d'État, mais en même temps, il continuait d'arrêter tous ceux qui étaient de gauche ou qui réfléchissaient ou qui pensaient. Et c'est là où j'ai pris la fuite. Je suis parti en France en septembre 71, c'est-à-dire 2 mois après le coup d'État. Moi, la question qui m'a taraudé quand j'ai lu ce livre, c'est pourquoi tard avoir attendu tout ce temps avant d'écrire cette chose qui est quand même une chose centrale dans ta jeunesse? D'abord parce que je voulais oublier tout ça. En même temps, vu ce qu'a fait le roi Mohamed VI en arrivant, il a fait énormément pour ce pays, le contraire de son père. Je me suis dit, il faut peut-être raconter
les années 70 aux jeunes Marocains d'aujourd'hui qui ne savent pas ce que ça a été l'histoire du Maroc. Et c'est vrai que ça a été utile parce que beaucoup de gens ont découvert cet épisode qui n'existe pas dans l'histoire. Parce qu'on n'écrit pas l'histoire du Maroc. C'est-à-dire les hommes politiques n'écrivent pas. Et finalement, moi, c'est ma contribution minime à cette histoire. Donc, dans un camp de rééducation, hein, c'est ça, hein, on peut l'appeler comme ça, hein, avec des tâches absurdes, se croirait chez Kafka. Une des punitions, c'est... vous aviez les poches cousues, n'est-ce pas, oui, pour ne rien cacher. On était à l'école de Hermemo, d'où va partir les coups d'État, qui est à 1500 mètres d'altitude, donc il faisait très froid l'hiver, il neigeait même, et on n'avait pas le droit de mettre les mains dans les poches, dans les treillis, dans les pantalons treillis, et nous obligeait à les coudre. Moi, j'en profitais pour cacher dans ces poches les poèmes que j'écrivais clandestinement. Ben, c'était très bien. Oui, et donc c'est en quelque sorte, je le ressens comme ça, un peu la naissance de l'écriture. Ben, je crois que si je n'avais pas eu cette épreuve, comme disait Jean Genet, derrière chaque œuvre, il y a un drame. Si je n'avais pas vécu ce drame, je crois que je n'aurais pas écrit. Je ne sais pas, je n'ai pas de vocation. J'étais tourné plutôt vers le cinéma, je voulais faire des études de cinéma, je voulais faire de la réalisation, je rêvais de Hollywood. Mais en fait, ma vraie vocation va être révélée par cette épreuve vécue à 20 ans, quoi. Cela fait, on en a parlé, qu'en 71, tu débarques en France. Comment tu te sentais au début? Comme un exilé, comme un réfugié, un simple migrant? Moi, j'ai eu une chance inouïe parce que d'abord, je suis arrivé en France avec mon passeport marocain, sans visa. À l'époque, il n'y avait pas besoin de visa. Le visa sera instauré par Chirac, Premier ministre, en 86, après les attentats rue de Rennes, par des Libanais et des Syriens et des Iraniens. Je suis arrivé donc, et puis je me suis inscrit à l'école des hautes études, et il y a une association qui m'a aidé pour vivre, mais j'ai fait beaucoup de travaux pour vivre aussi. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens qui m'ont énormément aidé et qui m'ont ouvert des portes. C'était extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus difficile. Mais moi, j'ai bénéficié d'un accueil fabuleux. Et en même temps, j'arrivais avec des textes. Je les ai déposés chez des éditeurs qui les ont reçus et qu'ils ont acceptés tout de suite. C'était l'idéal. Mais en même temps, j'ai découvert, parce que j'étais toujours militant de gauche, j'ai découvert, le week-end, je partais avec des camarades faire l'alphabétisation des travailleurs immigrés marocains à Gennevilliers. Et c'était la CGT qui nous prêtait ses locaux pour faire ça. Et pendant 2 ans, tous les week-ends, on allait enseigner le français, l'arabe. Et là, j'ai découvert ce que c'était que à l'époque, on ne parlait pas du tout d'immigration, mais pas du tout, nulle part. Ça n'existait même pas. Il n'y avait pas le regroupement familial, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait rien. Et j'ai découvert un monde totalement misérable, injuste, quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Alors là, j'ai fait ma thèse sur ça. Enfin, entre-temps, j'ai travaillé dans un hôpital qui m'a permis d'accéder à beaucoup de choses. Et j'ai fait ma thèse sur ce que j'ai appelé la misère, la plus haute des solitudes, c'est-à-dire la misère affective et sexuelle des travailleurs nord-africains en France. Et ça a été assez terrible. Et je pense que c'est un livre qui a ouvert les yeux à beaucoup de gens, notamment des hommes politiques, et dont Giscard d'Estaing, qui va, c'est ce qu'on m'a dit, moi je n'ai pas de preuve qu'il l'a fait, quand il a eu vent de ce livre, je ne sais pas s'il l'a lu, il a décidé le regroupement familial en 1975, et les femmes sont arrivées. Et alors, ce qui est marrant, c'est que la classe politique française pensait que les émigrés, ils amènent leurs femmes uniquement comme ça. Ils ont fait les mots avec leurs femmes, et ils ont fait des enfants. Et voilà, après, on se retrouve avec 2 millions de jeunes Français qui ne sont pas tout à fait blancs, ni de souche, mais français quand même. Et c'est le drame, on plaisante, mais c'est le drame que nous vivons aujourd'hui. C'est un des drames qui est très inquiétant parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer.
Mais je sais que les banlieues aujourd'hui sont une bombe à retardement, rien n'est fait, rien n'est réglé. L'islamisme fait des ravages, le radicalisme fait des ravages là-bas. Et d'ailleurs, on l'a vu maintenant avec le retour des gens qui sont allés lutter contre la France et tuer les Français, en quelque sorte, en partant en Syrie. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, et je trouve que là, c'est un des problèmes les plus épineux, les plus délicats et les plus difficiles à résoudre. Mais il se fait aussi que parmi tous ceux qui sont en train de venir vers nous sur des embarcations de fortune, il y ait peut-être un Tar Benjeloun dans quelques années et qu'on aura refoulé. Ça, les Allemands ont compris ça en accueillant 1 million de réfugiés ou d'immigrés, je ne sais pas quel terme utiliser. Sur le million, il doit y avoir une dizaine de génies, d'artistes, de musiciens, je ne sais pas, ou d'écrivains, ou d'historiens. Enfin, je suis sûr que sur 1 million, il y a au moins une petite dizaine. C'est sûr. Et je pense qu'on le verra après. D'ailleurs, toute l'immigration américaine est faite ainsi. Et tous les grands génies américains, que ce soit au cinéma, dans la musique, dans la peinture, tout ça, c'est des Polonais d'origine, c'est des Allemands d'origine, c'est des gens qui viennent de l'Europe de l'Est. C'est ça qui fait un pays, c'est ce mélange. Dans les années 80, dès les premiers livres, bon, on reconnaît ta voix devient très forte. Il y a le Goncourt qui vient dès le 2e roman, c'est La Nuit Sacrée. Donc ça va très très vite tout ça. Donc on connaît ces grands romans. Il y a L'Enfant de sable, Les yeux baissés, La nuit de l'erreur. Mais tu écris aussi en 83 déjà, même si le livre est sorti en 97, un livre qui s'appelle L'hospitalité française. C'est après l'assassinat de Taoufik Ouanès, un gamin de 11 ans qui avait été tué d'un coup de feu de fusil parce qu'il jouait au football et il faisait du bruit. Et c'est pour cela que tu as écrit après, un peu plus tard, Le racisme expliqué à ma le fille. racisme est arrivé en 97-98, quand ma fille réellement me posait des questions et il fallait que je réponde. Mais je me souviens, en écrivant Hospitalité française, c'est un livre où il n'y a aucune erreur. C'est un livre que j'ai fait avec beaucoup de sérieux. Alors, le livre commence sur 2 pages où j'énumère tous les assassinats racistes qui ont eu lieu en France les 20 dernières années. Et c'est un rapport de la gendarmerie. Ce n'est même pas quelque chose qui est paru dans un journal de gauche militant. C'est un rapport de la gendarmerie. Et les gens n'ont pas supporté ça, le fait de voir qu'on tuait facilement des étrangers. Et puis après, il y a eu évidemment cet enfant de 11 ans qui a été assassiné parce qu'il jouait au football, il dérangeait la sieste d'un monsieur. Et donc, le livre a été très, très, très mal reçu en France. Il y a des libraires qui ont refusé de le vendre. Et il m'a été reproché pendant longtemps, ce livre, parce que je disais des choses vraies. Je n'ai rien inventé, rien à imaginer. Tout ce qui est dedans est documenté et prouvé. Mais parfois, la vérité n'est pas bonne à dire. Et le racisme expliqué à ma fille. Alors ça, c'est un livre qui a fait le tour du monde, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Oui, il a été, je sais pas moi, a été traduit dans une quarantaine de langues. Et j'ai été partout dans les écoles, dans le monde entier, on parlait. Et je l'ai réactualisé malheureusement dernièrement, après 20 ans, en 2018. Et j'ai découvert quelque chose en retravaillant l'année dernière sur l'évolution du racisme en France. J'ai découvert quelque chose. Le racisme, disons banal, classique, est en régression par rapport à il y a 20 ans. En revanche, l'antisémitisme est en progression. Et ça, c'est quelque chose de terrible parce que avant, c'est vrai qu'on a balancé dans la Seine des Algériens, qu'on a balancé d'un train un pauvre Algérien aussi entre Bordeaux et 26 000, qu'on a balancé dans la Seine un Marocain qui faisait que passer, le Front National avait fait. C'était dans les années 80. Mais maintenant, depuis l'assassinat des enfants juifs par Mohamed Merah, il y a eu plusieurs assassinats de juifs, parce que juifs.
Et ça, c'est terrible parce que la France, elle a quand même, malheureusement, il faut le dire, une tradition d'antisémitisme bien ancrée. Quand on lit l'époque de l'affaire Dreyfus, on voit quand même... Alors, j'ai appris quelque chose en travaillant là-dessus, qu'il y avait rue Guy Lussac à Paris, à la fin du 19e siècle, au moment de l'affaire Dreyfus, une librairie qui s'appelait la librairie antisémite. On ne vendait que des livres contre les Juifs. C'était en plein Paris, fin du 19e siècle. Donc, aujourd'hui, on cherche en France à mettre cet antisémitisme sur le dos des Arabes et des musulmans, alors qu'il y a un vrai antisémitisme de la droite classique française, de l'extrême droite, etc. Et ça, c'est une ambiance en ce moment assez pénible, assez étrange, pas bonne, surtout que les Gilets jaunes ont apporté beaucoup de confusion, beaucoup de violence, beaucoup de haine. Et c'est la France en ce moment, ça ne sent pas très bon. Est-ce que tu concoctes un livre qui s'appellerait « L'antisémitisme expliqué à ma fille » ? Non, moi j'ai fait mon travail sur le racisme. J'ai consacré plusieurs pages à l'antisémitisme, son histoire, dans le livre. Non, Par contre, tu as fait l'islam expliqué aux enfants et à leurs parents. Ce sont des livres pédagogiques qui sont utilisés dans les écoles, et c'est parce que c'est des livres d'histoire. Ce n'est pas des livres littéraires, ce n'est pas des fictions. Donc il y a eu, Malraux disait que le XXIe siècle serait religieux ou ne sera pas. On lui a attribué ça. Hein. On ne sait pas s'il a vraiment dit. Hein. Ça, c'est tout un débat entre érudits et critiques. En tout cas, le pendule religieux, après la chute des utopies, après la chute du mur de Berlin et tout ça, ce pendule est revenu, et surtout dans les régions à religion musulmane, n'est-ce pas, hein? Oui. De toute façon, la France a toujours un problème avec l'Algérie. La guerre d'Algérie n'est pas terminée parce que c'est un conflit dans la mémoire qui est meurtri, et rien n'est simple dans les relations franco-algériennes. Rien n'est simple. Même lorsque Macron va là-bas pour reconnaître que c'est un crime contre l'humanité, etc., ça se passe très mal parce que je pense que dans une guerre, l'horreur est des deux côtés. Il n'y a pas des gentils et des méchants. Il y a quelque chose qui était terrible. Bon, mais c'est ça. Le deuxième problème que la France a et qui n'arrive pas du tout à résoudre, c'est le problème avec l'islam en général. Ne parlons pas de l'islamisme, du terrorisme, de l'islam. C'est quelque chose qui... alors, il y a 6 millions de musulmans. Alors, j'ai fait partie pendant 2 ans de la fondation de l'Islam de France avec Jean-Pierre Chevènement. Nous avons démissionné ensemble il y a 2 mois parce qu'on n'arrivait absolument à rien faire. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. On voulait montrer, parce que c'est une fondation culturelle, pas cultuelle. Donc, on voulait montrer les aspects intéressants de l'islam, comme toutes les religions monothéistes. On n'avait aucun moyen, donc c'était finalement, on est parti. Et c'est un vrai problème que ni Hollande, ni Sarkozy, ni Macron n'arrivent à vraiment le résoudre d'une manière intelligente. Jamais 2 sans 3, n'est-ce pas, puisqu'il y a un 3e volet dans ces explications, le terrorisme expliqué à nos enfants. Ben ça, c'était le lendemain du Bataclan, quand j'ai appris qu'il y a eu tellement de morts, horribles, 135 morts, mais des familles entières dévastées. J'ai dit, mais comment les parents vont expliquer aux enfants qui sont restés vivants que leur sœur ou leur frère est mort? Pourquoi? Comment? Il fallait expliquer ça. Alors j'ai travaillé pendant 6 mois sur le terrorisme, et effectivement j'ai fait le même travail pédagogique pour essayer d'expliquer. Moi je crois beaucoup à la pédagogie, et je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer. Il faut d'abord s'occuper d'éduquer les enfants, de leur donner, de leur transmettre les valeurs qu'il faut pour qu'on vive ensemble après.
J'en viens tard, si tu es d'accord, à l'actualité qui fait qu'on est là aussi, c'est cette fameuse francophonie. Hein. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, autour du repas, dans la conférence de presse. Maintenant, moi, de la francophonie, voilà, toi, tu es en plein dedans parce que tu écris en français. Et la langue arabe dans tout ça? La langue arabe, j'ai dit tout à l'heure, c'est une très belle langue, mais je ne suis pas capable, je ne la maîtrise pas au point de créer en arabe. Je la lis bien sûr, je fais des conférences en arabe, je peux discuter en arabe, tout ça, mais pour être un créateur de fiction en arabe, je n'ai pas du tout les moyens. Donc je me contente de la belle langue française que je cajole, que j'aime, que je torture parfois, mais que j'aime. Mais il vaut mieux se concentrer sur une langue qu'on maîtrise mieux que de s'éparpiller dans plusieurs langues, non? Oui. D'ailleurs... Toi, tu as 5 langues, c'est pas mal. Pardon? Tu as le luxembourgeois, l'allemand, l'italien, le français, un peu... Voilà, donc j'ai rien du tout, parce que quand on a trop... Espagnol, tu as vu qu'à Cuba? Non, c'est bien ça. Il y a quand même, et ça m'a frappé quand je suis venu chez toi pour faire un entretien, il y avait des tableaux. Parce que ça, je ne le savais pas. Tahar Ben-Jelloun, peut-être vous ne le savez pas non plus, mais Tahar Ben-Jelloun est aussi peintre. Et là, qu'est-ce que je vois, les paysages? Eh bien, c'est le Maroc, non? Et là, il y a vraiment comme sujet, comme tout, les couleurs, tout ça, c'est de l'arabe. Oui, mais ça, c'est l'autre aspect de ma vie, de mon travail. J'ai toujours dessiné ou peint, mais là, je peins d'une manière professionnelle parce que je fais des expositions, les gens s'intéressent, ils viennent, donc ça devient sérieux. Et ma peinture, elle est heureuse, elle est vive, elle est lumineuse, elle n'est pas du tout triste comme mes livres. Et je donne l'autre aspect de moi-même, c'est-à-dire la joie de vivre, et qui ne transparaît pas tellement dans la punition ou dans l'ablation ou d'autres livres comme ça. Non, c'est le cas de le dire. On va passer maintenant à quelque chose de très spécial parce que quand on demande aux gens connaissez-vous Tahar Ben-Jelloun, bien sûr, et à quoi font-ils allusion? Aux romanciers, n'est-ce pas? Alors, ils ont des titres de romans dans leur tête, et ce qu'ils ignorent, c'est que d'abord, il a commencé par la poésie et pas par le roman, que pendant toute sa vie, il a écrit de la poésie, et ça c'est, on peut le dire presque en avant-première, en avril, sortira aussi chez Gallimard, dans la collection blanche, le dernier en date des livres de poèmes de Tahar Ben-Jelloun, dont le titre est Douleur et lumière du monde. Donc on est en pleine actualité et presque en avant-première, on pourra entendre ce soir donc des poèmes. Voilà, on a choisi le public d'ici pour les lire en public. Mais avant ça, Tahar, c'est quoi la poésie pour toi? N'oublie pas. D'abord, je vous informe d'une chose, c'est que la poésie, c'est ce qui va sauver le monde. Et sans poésie, nous n'existerons plus. C'est quelque chose de fondamental. On peut se passer de romans, on peut se passer de contes, on peut se passer de beaucoup de choses, mais la poésie, c'est l'expression fondamentale qui rejoint d'ailleurs la philosophie et qui rejoint la mathématique. Parce qu'elle doit être aussi rigoureuse qu'une formule mathématique, scientifique, et en même temps qui fait éveiller et faire sortir des émotions et des sentiments importants. Donc la poésie, c'est ce qui nous permet de rester vivants dans ce monde de brutalité assez répandu, avec de plus en plus de dirigeants, des crétins, des dirigeants meurtriers et criminels, que ce soit Bachar al-Assad ou Trump ou Poutine ou Erdogan. On a que l'embarras-choix, le Hongrois et le Polonais, etc. Donc, plus le Salvini d'Italie. On va vers une époque où les gens bien, les gens qui ont des valeurs, les gens qui ont fait des études, cultivées, tout ça, ont été dégoûtés de la politique, ne font plus de politique. Ils ont laissé le champ libre aux médiocres,
aux gangsters, aux gens sans intérêt. Enfin, en général, il y a quand même là-dedans des gens bien, mais en général, depuis Berlusconi qui a ouvert la voie à cette médiocrité, c'était le début de la fin, le début de la fin de beaucoup de choses. Bon, revenons quand même à des choses plus sympathiques. Voilà, donc on va vous offrir un petit récital de poèmes, un cadeau ce soir, donc, de ce nouveau livre surtout, qui sortira donc chez Gallimard. Et après, si vous êtes d'accord, on va laisser la parole à la salle, parce que je crois que vous avez aussi un certain nombre de choses à demander à Tahar Ben-Jelloun. Alors, il y a le verre de l'âge et le cristal de l'enfance, le bleu mouvant des yeux qui jamais ne vieillissent. Il y a le blanc et le noir de la peau. Il y a la haine qui n'a pas de couleur, sentinelle sur le vaisseau où un chimpanzé joue du violon. S'asseoir sur un banc de pierre face à la mer, pendant que le soleil fait le siège de la chambre, donnant à l'amour issu de la nuit un parfum épicé. Le secret des étreintes sous la pluie est une promesse pour les jours où les souvenirs se trempent de locataires. L'esprit solitaire nous dit de croire aux anges, légers comme la vapeur du premier matin, suspendus dans l'air pour illuminer les longues heures d'hiver. Les anges, une idée, une lubie, un dessin, une impression bleue pour calmer l'impatient, une chèvre ailée perdue parmi les étoiles. Plus terrifiant que le soleil, plus terrifiant que le silence, le mensonge qui se pavane dans la nuit de nos insomnies, et il a mauvaise haleine. Les mots se servent dans le cahier des erreurs, font la comptabilité de notre errance. Ensuite, ils pleuvent comme des déchets d'une saison où tout a été déplacé. Les notes de musique, les fleurs, les doigts du pianiste, les lettres d'amour, les imprimés d'huissier, l'œil du chat et la femme qui a perdu le seul homme qui la rendait invisible. Nous sommes tous rêveurs, mais les convenances exigent que nos rêves soient propres et utiles, brillants et raisonnables, avec des trous et des pentes, des coques en habit de gala et des phrases qui ne dénigrent personne. Si des mots arrachent des plaies, la couleur les couvre de farine et de poussière. Elle les soigne. Le pinceau passe et repasse, boit la douleur et ferme les blessures d'où qu'elles viennent. Peindre une défaite en amour, c'est la frapper de vie, jusqu'à réveiller la volupté qui ronge ses travers et la rend belle dans son humanité. Le rêve de l'artiste est d'être l'arbre qui ressemble et mûrit. Le rêve de l'artiste est d'être l'arbre qui rassemble et mûrit les fruits tombés trop tôt. Être l'arbre et son ombre, les branches et le soleil, le parfum et le chapeau de paille. Être libre, la mémoire en fuite et les moineaux déroutés par le vent. Il faut apprendre à notre regard à éclairer la vie au moment où elle s'éloigne et pâlit.
apprendre à la ramener entre nos mains émues, afin que la musique de la terre et du vent annonce plus qu'une saison d'euphorie. Se méfier des mots qui, en amour, font des culbutes, écrasent le raisin, donnant aux choses le goût amer de l'habitude, la couleur grise de la lassitude, ne mettent dans les mots que ce qu'ils peuvent porter. Le reste, il faut le confier au silence et au regard quand les lumières du ciel s'éparpillent dans la mer. La dune dessine son corps quand, lascive, elle sort du bain et s'étend sur un grand lit. La dune bouge lentement et l'on aperçoit sa poitrine parfaite. Elle attend dans cette chambre le vent qui la mettra toute nue devant le miroir où habite l'inconnu qui l'aime. Quand tout bascule dans la folie, il faut garder son calme. Détruire, c'est ce qu'ils savent faire. Humanité, œuvre d'art, culture et civilisation, livres et chants, fraternité, élégance, pudeur et délicatesse. Après les massacres, ils adressent au ciel une dernière insulte. Ils prient, les genoux posés sur les ruines du monde. Il est des vérités qu'il ne faut pas dire à l'ami, même quand il insiste, car ce qu'il veut écouter n'est pas ce que tu devrais lui dire. Il ne te croira pas, verra en toi le traître et l'infidèle. C'est la fatigue de la raison, la grande fatigue de l'amitié qui se veut intègre, alors que sa beauté et sa grâce apportent la joie à partager et éloigne les mots qui brûlent. L'amitié est un métier impossible. Avoir raison n'est pas reposant, c'est même pénible dans un monde de fous. Survivre en épousant leur folie et garder dans un coin sa raison, comme un gilet de sauvetage en haute mer dans les tempêtes de la vie, quand plus rien n'est à sa place. Ce monde est un marécage, c'est l'homme qui l'a ainsi fait. Il se bouche le nez et les oreilles et fait des affaires. Les principes et valeurs sont du linge accroché entre deux fenêtres. Il sèche dans les rues de Naples ou de Shanghai du linge avec des trous, des traces de sang qu'aucune lessive ne lave. Peut-être encore deux pour qu'on puisse pouvoir donner après la parole à la salle. Deux ou trois, oui, oui. De beaux instantanés, n'est-ce pas, de belles images, du condensé très dense. En allemand, on dit Dichtung, ça veut dire densité. Comme un rire dans la mélancolie, une lumière qui efface une cicatrice, comme une prairie poussée par le vent, suivant son astre, son maître, son parfum, elle s'est levée, s'est déshabillée, secouant ainsi ses chagrins, puis s'en est allée sur une frégate de hasard qu'il a déposée au seuil de l'oubli. Et là, je vais vous lire d'un livre qui est déjà paru il y a quelque temps, que la blessure se ferme. Je vais vous lire un seul poème qui est extraordinaire. Non, son histoire est extraordinaire. C'est un poème que j'ai écrit il y a une dizaine d'années. Et j'appelle ce poème, maintenant je l'appelle un poème prémonitoire, parce que
ce que je raconte là s'est réalisé 10 ans après. Mais vraiment à mon étonnement total. Bien, vous allez savoir beaucoup de choses de ma vie alors. J'ai longtemps attendu sur le versant sud de la lumière l'arrivée de l'aimé, embelli des jours suspendus. J'ai imaginé sa voix, j'ai dessiné la grâce de ses mouvements, je l'ai invité dans mes rêves, je l'ai habillé, robe et cafetan d'Orient. J'ai marché sur le fil improbable du désir. Une rencontre, c'est un peu de hasard. Le temps et le vide, la raison et l'absurde qui sourit. Il faut renoncer à comprendre, prendre le train de la nuit, les yeux fermés et la lumière au bout du tunnel. J'ai longtemps vécu d'espoir, embarqué par l'illusion. Un doux mensonge à soi, une promesse et du vent. Sur les lèvres gercées du temps, sur le corps meurtri par l'attente, dans la clarté des évidences, j'ai vu l'aimer. J'ai vu l'aimer avancer vers l'horizon où j'ai enfui mon visage. L'ai-je vu ou imaginé? Je sais qu'elle existe. Je sais son sourire qui affole les regards. Je sais les yeux mouillés de brume, les mains prêtes pour recevoir. Je sais qu'elle viendra un jour, ramasser ce qui subsistera de mes solitudes. Elle m'emmènera là où on dépose les âmes et les armes. Merci, Tahar. Donc on avait voulu mettre en fin de cette soirée cette poésie, puisque, comme vous le savez, c'est quand même quelque chose qui a été banni quelque part. Si vous allez dans une librairie, il faut se frayer un chemin à travers un labyrinthe pour trouver peut-être dans la dernière étagère des livres de poèmes. Les éditeurs font la fine bouche quand ils doivent faire ça. Donc on voulait mettre un peu disons, de l'entre les lignes, parce que j'ai l'impression que la prose, ça c'est les lignes. Et ce qu'on fait dans les poèmes, c'est ce qu'il y a entre les lignes, Tahar. Il faut dire une chose, c'est que la poésie arrive comme une urgence. Je n'écris pas de la poésie tous les jours. Il y a des périodes où je sens comme si quelqu'un me dictait quelque chose. Et j'oublie. J'oublie absolument. Ça, j'ai appris ça depuis très longtemps par Jean Genet. J'oublie tout ce que j'écris pour pouvoir continuer et surtout pour ne pas me prendre la grosse tête. Et j'oublie tout ça. Et quand j'ai relu l'autre jour, quand je cherchais pour venir ici, ce qu'il faut que je lise, j'ai lu ce poème, je dis mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Je l'ai écrit il y a une dizaine d'années, je ne me souviens plus très bien quand, ni comment, ni où, mais il correspond à quelque chose qui s'est réalisé, c'est extraordinaire. Et je crois que la poésie a quelque chose de mystérieux, de totalement improbable, on ne peut pas savoir, mais il faut faire confiance au poète, parce que la poésie, parce qu'on ne peut être poète que dans la vérité, dans l'essence même des choses. Il n'y a pas de simulacre, il n'y a pas de fabrication, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de formica. Il y a le bois, il y a la terre, il y a l'arbre, il y a l'eau, il y a la matière, il y a les sentiments, il y a l'amour, il y a la haine aussi, il y a l'amitié. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas blaguer avec ça, on ne peut pas ne pas respecter ces choses. Et c'est pour ça que, malheureusement, dans la vie dont je parle dans tous ces poèmes, il y a tant d'imposteurs, tant de médiocres, tant de gens vulgaires. Parce que ce que disait Guy Debord il y a plus de 50 ans, la société de spectacle est arrivée. Et cette société de spectacle, elle est indigne de la civilisation.
la civilisation occidentale, qui est une belle et merveilleuse civilisation. Et il y a une insulte à cette civilisation. L'autre jour, on disait, quand même, les poètes, où sont les poètes? Eh bien, on ne les laisse pas exister. La poésie devrait devenir une affaire de valeur marchande, sinon on n'existe pas. Et même lorsque un éditeur comme Gallimard accepte de publier peut-être 5 ou 6 livres de poésie par an, un peu plus peut-être, une dizaine, pas parce qu'il croit à la poésie, mais parce que le poète en question est un romancier par ailleurs qui veut lui faire plaisir, etc. Et la preuve, il ne lui donne aucune avance. Pour lui, la poésie, ça ne vaut rien. Et je lui ai dit ça l'autre jour, je lui ai dit, pour toi, la poésie, elle ne vaut rien. C'est pour ça que tu ne gages pas un centime là-dessus. Et c'est quand même assez triste. Alors c'est pour ça que moi, je lis souvent la poésie dans des rencontres avec des enfants, dans des lieux parfois comme ça. Et dimanche dernier, j'ai lu des poèmes soufis au Théâtre de la Ville à Paris, avec Abdelmalik et avec Jean-Claude Carrière. Il y avait un monde impressionnant. Il y avait beaucoup de monde qui était là, qui était venu pour écouter la poésie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas désespérer. Il y a un public pour la poésie, il y a une demande, bon, mais il faut le faire. Apollinaire, Alcool, a été vendu à 1,1 million d'exemplaires jusqu'à aujourd'hui. Publié par Gallimard, à l'époque CNRF, 1913. Vous voyez l'argent qu'il a fait avec cette poésie quand même, non? Mais il est mort en 18, Apollinaire. Mais bon, finalement, c'est la poésie qui va triompher de tout ça. D'ailleurs, quand on voit, franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la littérature française du XXe siècle? René Char, Saint-Jean-Perse, Aragon, Éluard, Breton un peu, Jean Genet, très grand poète, et quelques autres. Mais ceux-là, les plus importants, c'est les poètes qui restent. Et même ces poètes, quand ils publient des romans, qui lit aujourd'hui les romans d'André Gide? Il faut se poser la question. Or, les poètes sont éternels. On lit encore Apollinaire 115 ans après. On le lit, on l'aime et on apprécie. Aujourd'hui, essayer de lire, je ne sais pas moi, n'importe quel roman du 19e, du 20e, c'est difficile. Mais la poésie, elle a quand elle est forte, quand elle est belle, elle a cette puissance d'être au-delà du temps et elle ne vieillit pas. La vraie poésie, bien sûr. On va laisser maintenant, si vous avez des choses que vous voulez encore savoir. On a fait le tour de tout un tas de choses, mais peut-être que dans la salle, il y a des curiosités qui n'ont pas été satisfaites encore. Et alors, je crois qu'il y a un micro-baladeur par là. Donc, ce sera notre dernier acte avant le cocktail, n'est-ce pas? Et sachez aussi, mais ça vous l'avez vu sans doute, qu'il y a les livres de Tahar Ben-Jelloun dehors, et qu'il se fera un plaisir de les signer. Ça le privera de cocktail parce qu'il devra travailler, mais je crois qu'il se fera quand même un plaisir. Alors, je ne sais pas, c'est toujours délicat de demander à la fin d'une réunion comme celle-ci qui a une question. Moi, pour jouer, je dis toujours qu'on peut passer tout de suite à la deuxième question. Comme ça, la première est toujours la plus difficile, n'est-ce pas? Donc, c'est pas, peut-être, ou une réaction. Oui? C'est parce que c'est enregistré pour les services secrets. Merci bien. Juste dans l'insomnie, il y a une rescapée qui est la veuve d'un ambassadeur de Belgique. Elle vous a fait peur? Je me souviens plus. Vous savez, parfois on écrit, on se rend même pas compte qu'on écrit. Mais c'est vrai qu'il y a parfois j'ai inclus des choses, mais après je me rends même pas compte. Encore une remarque? Oui, voilà. Donc le micro peut être par là. Merci en fait pour toutes ces présentations. Je suis resté encore bloqué, calé
ce que vous avez évoqué, la société spectacle. Tout le monde l'a décrit, les peintres, les écrivains, les religieux, les politiciens. On a l'impression que le monde nous tombe dessus parce qu'elle écrase les traditions, elle écrase les habitudes, elle écrase le passé. On perd les repères, les références. Alors ma question est simple. Cette société spectacle que vous décriez également, n'est-elle pas peut-être similaire à la venue, comme on le vit ailleurs, du monde aujourd'hui numérisé, où les anciennes valeurs, les anciennes traditions doivent plutôt s'adapter? Voici donc la question. La poésie aujourd'hui, quelles seraient les conditions pour la poésie de s'adapter à la société spectacle aujourd'hui, à votre avis? Lorsque Guy Debord a écrit ce livre, c'était un situationniste, donc il voyait très bien la structure de la société et son devenir, c'est-à-dire finalement les valeurs qui allaient vaincre sont les valeurs marchandes. Autrement dit, n'a de valeur que celui qui rapporte. La preuve, la manière, dans toute l'Europe, considère la personne âgée. Dès qu'elle n'est plus rentable, elle n'existe plus. Elle n'a plus, on ne s'occupe plus d'elle. Évidemment, il y a quelques exceptions. Mais on a vidé la civilisation occidentale de son âme en la faisant totalement parasiter par l'appât du gain, par la rapacité, par cette espèce de vulgarité qui fait que on vaut ce qu'on possède. On ne vaut rien quand on ne possède rien. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à écouter la radio ou la télévision quand ils présentent un chanteur ou un écrivain, il commence par dire combien de livres ou d'albums a vendu. Sinon, il n'est pas important. Ça, c'est un peu la tendance générale. Mais ça nous vient de l'Amérique. Et l'Amérique a toujours été quand même assez brutale dans sa façon de considérer la vie et l'art. L'Amérique, c'est le règne de l'argent, le règne de la rentabilité, le règne du libéralisme sauvage qui écrase le pauvre, qui marche sur celui qui n'a rien. Et ça, cette Amérique-là est puissante. Sauf qu'elle avance et elle a contaminé l'Europe. Et aujourd'hui, pour résister à ça, il faut beaucoup de violence, parce qu'il faut résister, parce que c'est très fort de résister à cette espèce de vague. On le voit avec, par exemple, actuellement avec les réseaux sociaux, avec l'informatique, avec les téléphones, avec l'Internet. On voit comment toute une jeunesse abandonne le livre, la lecture, abandonne la langue et ses valeurs et ses repères pour s'abandonner à des espèces de simulacres de vie, de virtuel. Le virtuel est devenu plus important que la réalité. Et ça, on ne se rend pas compte de ce que ça donne. J'étais il n'y a pas longtemps au Japon et on m'a parlé d'adolescents ou de jeunes gens. Alors on m'a dit, ils ont un nom, on les appelle d'un nom très particulier, ils ne sortent plus jamais de leur chambre. Et ils vivent dans un monde qu'ils fabriquent à travers l'écran. Ils ne sortent pas. Ils ne font pas l'amour avec le sexe opposé ou même avec le même sexe. Ils ne font rien. Ils sont ailleurs, ils sont dans un monde virtuel qu'ils ont fabriqué et ça devient une maladie. Et c'est ça qui fait que on n'est pas assez attentif au danger de tout ça. Maintenant, on l'a vu par exemple avec la résurgence de l'antisémitisme en France, on a vu comment les réseaux sociaux sont devenus le couloir par lequel passe la haine, l'insulte aux sales juifs, l'insulte aux sales arabes, et avec un anonymat qui fait que n'importe quel salopard vient cracher son venin dans ces réseaux sociaux et ils se disent comment on va faire pour empêcher cela. Ils disent comment on peut contrôler cela. Dieudonné et Soral, qui sont des antisémites notoires, on a fermé leur site, mais ils ont trouvé asile dans un site russe où ils s'expriment très bien. Ils ont des millions de suiveurs, de gens qui les écoutent et qui aiment ce qu'ils font. Donc,
je pense que la civilisation, dans le sens de culture et de valeur, est attaquée de partout. Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre beaucoup de choses, des valeurs de l'humain, de ce que c'est qu'un être humain. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la poésie, ça va être le dernier rempart contre la barbarie. Je crois que... Ah oui, oui. Il y a 2 doigts qui se sont levés. Ce sera les 2... Il y a 3 doigts. Moi aussi, j'en ai 3. Donc, on en gardera 3 et puis on va clôturer la soirée. Alors, on commence peut-être Nathalie. Oui, merci. Pour rebondir sur l'idée des fenêtres numériques, je voulais vous interroger sur les portes dans votre œuvre et sur le côté artisanal, parce que je suis allée à l'Institut du monde arabe, là, dans la cave où il y avait votre exposition, et j'ai été fascinée par le nombre de portes que j'avais déjà trouvées dans votre prose. Ces portes en bois, mais qui deviennent des tables de la loi, qui deviennent des draperies. Il y a cette verticalité qui remonte aux broderies de Fès. Donc, est-ce que vous êtes un artisan, tout simplement, un artisan? Un artisan. Un artisan, je crois que pas mal. Vous l'avez montré dans votre œuvre picturale, entre autres. Cette côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous venez de me rappeler que dans l'Enfant de sable, il y a 7 portes. Et j'ai complètement oublié ça. Et en peignant, je me suis... En fait, c'est venu d'une fresque que j'ai faite dans une ancienne prison en Italie, dans l'île de Lipari, sur la mer Adriatique. Et cette ancienne prison était une prison politique, où on mettait les antifascistes. Et il y a 4 ans, ou 5 ans plus tôt, cette prison est devenue un musée. Et il y a 5 cellules. Chaque cellule a été donnée à un peintre, à un artiste, pour faire quelque chose avec. Et moi, j'avais donc une pièce de 40 mètres carrés avec 3 murs de 18 mètres carrés chacun. Il fallait faire une fresque là-dedans. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, un prisonnier, à quoi il pense? À s'échapper. Donc j'ai peint la mer et au milieu, il y avait une grande porte blanche. Et après, j'ai continué là-dessus. Ensuite, j'ai exploité le thème de la porte, qui est aussi le symbole du marabout, de la sainteté au Maroc, où il y a 2600 marabouts au Maroc, des marabouts qui sont des saints, dont la plupart sont musulmans. Il y a à peu près 260 qui sont juifs, femmes et hommes, etc. Et ils sont vénérés par les Marocains. Et le thème de ces marabouts est très ancré dans la culture populaire du Maroc. Et c'est pour ça que c'est arrivé dans ma peinture. Alors, j'ai fait une exposition au mois d'octobre, il y a 1 an et demi, uniquement sur les portes. Et là, j'ai fait une exposition au mois d'avril à Bologne, avec uniquement une variante à l'infini de portes sur des fonds heureux. Voilà. En fait, il y a mon assistante ici qui fait un travail sur vous de doctorat et elle travaille sur le Naples, votre Naples, où il y a plein de porosité de portes également. Est-ce qu'elle a le droit de poser une question? Je peux me permettre de lui passer le micro? Oui, tu peux. Elle fait un travail de doctorat, thèse de doctorat. Tu peux. Merci pour votre discrétion. Oui, en fait, j'ai une question pour revenir sur les 2 œuvres. J'ai une question concernant les 2 œuvres de ce soir. L'écrivain ou le peintre jouit-il d'une impunité tous azimuts? Et je dis écrivain et peintre car vous manipulez les mots et les pinceaux avec une dextérité remarquable. Donc je prends l'exemple de ce soir, le héros dans l'insomnie, mais aussi celui du journaliste qui arpente l'Italie et ses méandres mafieux, ou encore celui du peintre qui est en vous et qui est le porte-parole de l'espoir. Ah ben je suis tout ça à la fois. Non mais on revient à l'insomnie.
à ce moment, mon personnage, il découvre la vraie raison de l'insomnie. Pour lui, c'est du temps perdu. C'est-à-dire, finalement, il s'est dit, pourquoi je dors? Il devrait quand même faire quelque chose. Il faut se lever et travailler. Bon, ça, c'est une chose. Moi, je fais ça de façon très naturelle, hein, artisanale d'ailleurs. Je me suis beaucoup intéressé à l'Italie parce que c'est un pays magnifique, un peuple extraordinaire, avec des problèmes extraordinaires aussi. Et je suis très impliqué dans ce pays. D'ailleurs, je m'étais même présenté en 98 aux élections européennes à la demande de mon ami qui est à Bologne, l'Olive, son nom va me revenir. Et donc, c'est vous dire combien l'Italie m'est chère. Et j'y vais une dizaine de fois par an parce que j'ai beaucoup d'attaches là-bas. Et en même temps, ça m'intéresse parce que, pour moi, la Méditerranée commence là. Elle ne commence pas en Grèce, elle commence en Italie. Pourquoi? Parce que la Méditerranée, c'est une vision du monde, c'est une façon d'être au monde. Et malgré la crise, malgré les problèmes, malgré tout, vous allez en Italie, eh bien, il y a une joie de vivre malgré tout. Il y a une espèce de vivacité qu'on trouve aussi en Espagne et même au Portugal, qui est quand même un pays plutôt tourné vers la tristesse. Mais tout ça par rapport à la France, où tout le monde fait la gueule. En tout cas à Paris. Je ne parle pas des provinciaux. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui est très, très incompréhensible. Vous rentrez dans n'importe où une boulangerie, la femme, impossible de vous sourire. Impossible. Vous montez dans le bus, personne ne sourit. Enfin bref, c'est Paris, c'est comme ça, on ne va pas la changer. Mais, encore une fois, moi je me balade avec toute ma sensibilité, que ce soit en Italie, au Maroc, en France, partout, et je capte les choses. On va aller tout à fait là-bas et puis on revient ici et ce sera la fin de cette belle soirée, n'est-ce pas? Alors c'est tout au fond de la salle, le micro arrive. Parlez bien dans le micro parce que je suis en train de devenir sourd, hein. Je n'entends pas bien. Ah mais c'est Bruno. Oui, c'est moi. Alors, vous citez souvent Jean Genet. Oui, dans un monde interlope, alors quel est le lien que vous avez avec lui? Quelles sont les sensibilités que vous partagez? Et un deuxième sujet, c'est à un moment où on sent un malaise démocratique, les gilets jaunes et autres, toutes les questions d'intérêt aujourd'hui, de questionnement, de sondage, de grands débats. Quel est le moyen aujourd'hui pour mieux représenter la société et répondre aux attentes, aux besoins aujourd'hui de nos civilisations et de la jeunesse, au-delà de la poésie? Je vais commencer par la deuxième question parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est très simple. Franchement, aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est intéressant pour un observateur, mais il y a une impasse. Il y a une impasse parce que c'est un mouvement non organisé, c'est un mouvement qui a été infiltré par des voyous et des casseurs, c'est un mouvement qui a ruiné beaucoup de petits commerces, mais énormes, qui a créé le chômage, qui a créé des malheurs dans beaucoup de familles. C'est un mouvement qu'on a trouvé sympathique au début, mais je leur dis, mais pourquoi vous ne faites pas ça le dimanche? Pourquoi le samedi? Le dimanche, les magasins sont fermés, vous pouvez protester. Non. Alors, la dernière semaine, je crois qu'ils sont venus dimanche. Mais au bout de 3 mois, c'est quand même, il y a eu beaucoup de casse. Bon, la première question sur Jean Genet, elle est beaucoup plus simple. Alors, Jean Genet, moi, je n'aurais jamais imaginé le rencontrer un jour, ni être son proche et son ami. C'est lui qui m'avait contacté parce qu'il avait lu mon premier roman et il avait fait une émission sur ce roman et moi je le remerciais, j'ai envoyé un petit mot à Gallimard pour le remercier. Après il m'a cherché, il m'a appelé pour me dire il veut me rencontrer. Après, ça a été une amitié de 10 ans jusqu'à sa mort, une amitié difficile, très exigeante, mais très riche et en même temps sans aucune ambiguïté. Et surtout avec lui, il était, à la fin de sa vie, sa passion c'était les Palestiniens. Il a été
dès que le lendemain du massacre de Sabra et Shatila, il a pris l'avion, il est allé à Beyrouth et il a écrit un texte sublime sur cette horreur. Donc c'était quelqu'un qui cherchait une voie qui pourrait le rapprocher des Palestiniens. Alors je lui avais présenté Leila Shahid, qui est devenue sa grande amie. Et après, bon, il a écrit ce texte magnifique qui s'appelle « Captif amoureux », qui est son dernier texte, un texte posthume, où il raconte tout ça. Donc, Jean Genet, pour moi, a été d'abord une surprise dans ma vie. Il m'a appris beaucoup de choses sans les apprendre, sans que ce soit une leçon. On ne parlait jamais littérature, il détestait ça. C'est de lui que j'ai appris l'oubli de ce que j'écris, et surtout de la modestie et de penser au lecteur. Donc c'était quelqu'un de très difficile, de provocateur, de mal compris. Enfin, c'était pas facile, mais je crois avoir eu avec lui des liens d'amitié sincères et vrais, qu'il a reconnu quelques mois avant sa mort, parce qu'il était en train d'écrire Captif amoureux, et il était dans une fièvre d'écriture. Il a fini le livre et il est mort quelques semaines après. Et il y a ton livre sur Genet, je crois. Oui, j'ai raconté ça dans un livre qui s'appelle Jean Genet, le menteur sublime. Voilà. C'était un grand menteur. Dernière question ici, donc on est dans la 3e rangée. Merci. Au début de votre entretien, vous nous avez bien fait rire de la mort et sur la mort, avec donc votre livre sur l'insomnie, mais sur Public Sénat, où je vous ai entendu... Mettez s'il vous plaît devant la bouche, parce que si... Pardon. Vous bougez avec le micro et donc on n'entend pas ici. Hein. Vous entendez parce que vous avez... ok, je répète alors. Voilà, les haut-parleurs... Vous nous avez bien fait rire sur la mort, avec votre livre L'insomnie, mais sur Public Sénat, où je vous ai entendu à l'émission de Dad Elvanret, Livrez-vous, je crois, je ne sais plus, vous avez dit que la religion ne rit pas et elle ne fait pas rire. Et puis le nom de la rose d'Umberto Eco est là pour nous le démontrer. Je n'ai pas le temps de nuancer, de développer ma question, mais puisque vous avez parlé d'euthanasie, alors ma question, excusez-moi, elle est peut-être un peu courte et brutale, et donc face à la mort, êtes-vous croyant ou athée, ou êtes-vous les deux ? Je crois à... Êtes-vous croyant ou athée, ou êtes-vous les deux? Parce que vous avez parlé d'euthanasie. Alors, je vais répondre d'abord pas une pirouette, mais une chose vraie. Ça relève absolument de la conscience et de la sphère privée. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé au Maroc, qu'on me pose la question, est-ce que tu crois en Dieu? J'ai dit, il faut apprendre à ce que ça reste au niveau privé, et le type me répond après, oui, tu es athée, tu n'oses pas le dire. Bon, je n'ai pas répondu parce qu'effectivement, c'est une provocation. Donc, je ne sais absolument pas, je n'ai pas du tout la prétention de savoir comment je réagirai le jour de mon départ. J'y pense comme tout le monde, bien sûr, et je pense que... En te rasant. Comment? En te rasant. Non, non. Pas en me rasant. Non, mais je pense qu'il faut toujours suivre le conseil des grands philosophes et vivre, se préparer à partir. Et je préfère le mot de partir que mourir, parce que la mort, c'est rien. Mais partir, c'est une façon de s'éteindre. Et moi, la seule chose que je refuse et que me fait peur, c'est la souffrance physique et mentale, bien sûr. Ça, c'est quelque chose. Et quand je la vois, cette souffrance que j'ai vue sur ma mère ou sur d'autres personnes qui m'étaient chères, c'est très, très insupportable. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de souffrir, surtout quand on arrive à un moment où on voit qu'il n'y a plus d'issue. Mais pour faire passer ça dans la loi, je sais que c'est extrêmement compliqué, que c'est délicat, que ça soulève énormément de questions, pas uniquement religieuses, mais éthiques, morales, de responsabilité. Enfin, c'est très compliqué. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Tahar Benjeloun. C'est sur ça donc on va se quitter. Et on espère te revoir bientôt ici parmi nous.